Bienvenue à Info IPS, votre balado santé vulgarisé par nous, les infirmières praticiennes spécialisées. Je m'appelle Valérie Saillant. Et moi, Kim Provencher. Aujourd'hui, Valérie, on parle de la contraception. Un gros sujet. La contraception, c'est quoi? C'est pour qui? C'est quoi les moyens qui existent en ce moment sur le marché? Il y a énormément de mythes en ce moment. Puis on va essayer de démystifier tout ça puis de rendre ça vraiment plus clair pour vous aujourd'hui. Absolument. Puis pour parler de ça, on a réinvité Julie Poirier, qui est infirmière praticienne spécialisée en première ligne, qui est une experte en santé de la femme, est impliquée dans l'élaboration des protocoles de contraception au Québec. C'est vraiment une sommité. On est super contente. Ça va être une belle discussion. Bonne écoute! Ce balado santé vous est présenté par l'AIPSQ avec le soutien de l'École des sciences infirmières de l'Université de Sherbrooke, de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, des programmes d'IPS de l'Université du Québec à Rimouski, ainsi que du département des sciences infirmières de l'Université du Québec en Outaouais. Les renseignements partagés dans ce balado ne remplacent pas l'avis d'un professionnel de la santé. Julie Poirier, re-bienvenue à Info IPS. Merci, bonjour. Allô? C'est tellement un plaisir. On a adoré notre première discussion dans la saison 1. Tu es vraiment une sommité dans santé de la femme. Tu es une infirmière praticienne qu'on apprécie énormément. Une très bonne vulgarisatrice. Alors, on a vraiment pensé à toi dès le début pour le sujet d'aujourd'hui, qu'on parle de contraception. Un sujet chaud. Vraiment. Quand même. En tout cas, oui, qui est toujours d'actualité. Oui. Puis je pense que c'est bien qu'on se pose régulièrement des questions. Ça va être intéressant. Excellent. Avant qu'on rentre dans nos vrais ou faux puis le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que ceux qui ont écouté la première saison auront une idée, parle-nous un peu de ton parcours infirmier puis ce qui t'a amené vers l'expertise de la santé de la femme. Bien, en fait, moi, j'ai fait mon cégep au cégep à Lévis-Lauzon en premier. Puis après ma technique, je trouvais qu'il me manquait de connaissances. Fait que j'ai poursuivi au bac à l'Université Laval. Puis après ça, je trouvais qu'il manquait encore de connaissances. Fait que je vais faire une maîtrise, mais je voyais que infirmière praticienne s'en venait. Fait que j'ai comme mis ça de côté en attendant que ça arrive. Fait que quand c'est arrivé, bien là, j'ai fait mon cours d'infirmière praticienne pour avoir plus d'autonomie et donner plus d'accessibilité et répondre plus aux besoins. Fait que c'est ce que je fais. Puis pour aller vers la contraception, bien en fait, je peux dire qu'au départ, je n'aimais pas ça. Je n'étais pas à l'aise. Mais je dis toujours qu'on apprend dans la vie. Puis en fait, souvent, je pense que quand on connaît quelque chose moins, on se sent toujours un peu moins à l'aise puis on aime un peu moins ça. Fait que puis c'était vraiment un besoin quand j'ai commencé à pratiquer comme infirmière praticienne en 2011. Ça fait longtemps. Fait que je me suis mis à essayer de mieux comprendre et mieux expliquer et mieux répondre aux besoins parce que puis là, je me dis qu'aujourd'hui, dans les années où on est, on devrait avoir accès à la contraception puis savoir qu'est-ce qu'on veut puis bien décider. Fait que ça m'a amené à faire ça, à faire des conférences, etc. Puis j'ai participé à différents comités, dont j'ai fait partie du comité scientifique pour le protocole de contraception du Québec qui est sorti en mise à jour en 2024. Ouais, merci. Merci pour tout ce que tu fais. C'est vraiment super intéressant. Puis, t'es conférencière, t'es enseignante aussi, je pense, à l'université. Oui, bien en fait, je travaille aussi, je te dirais, à Appalaches comme infirmière praticienne et je suis aussi professeure à demi-temps à l'Université du Québec à Rimouski. Excellent. Bien, merci encore de prendre le temps de venir partager de l'information très pertinente pour la population. On part ça avec nos vrais ou faux? On y va. On y va. Donc, toutes les méthodes de contraception ont la même efficacité. Faux. La pilule contraceptive nuit à la fertilité à long terme. Faux. L'implant et le stérilet sont les méthodes parmi les plus fiables. Vrai. On ne peut pas tomber enceinte en allaitant. Faux. Prendre la contraception en continu, c'est dangereux. Faux. Julie, les méthodes naturelles comme le retrait, suivre son cycle, sont aussi fiables que la pilule ou le stérilet. Faux. Certains moyens de contraception peuvent aider à réduire la douleur et les menstruations abondantes. Vrai. On peut utiliser un stérilet de cuivre comme contraception d'urgence jusqu'à 7 jours après avoir une relation sexuelle. C'est vrai. C'est intéressant. Dans ta pratique, Julie, y a-tu des mythes, des croyances? Je sais qu'on en a déjà parlé quelques-unes, mais y en a-tu d'autres que tu entends au quotidien dans ta pratique? Bien, j'entends souvent qu'on ne peut pas prendre la pilule en continu ou bien qu'un stérilet, ça peut juste être chez les femmes qui ont eu des bébés et non les femmes ou les adolescentes. C'est vrai, hein? Ouais.
Effectivement. Puis la contraception, c'est un sujet extrêmement large. Veux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la contraception? Bon, en fait, c'est vraiment large dans le sens où la contraception, en fait, ben, ça le dit là, quand même, c'est quand on ne désire pas avoir une grossesse, ben, on va prendre une méthode contraceptive pour avoir je vais dire, un contrôle sur son cycle et pour être sûr de ne pas avoir de grossesse non désirée. Mais je dirais que c'est plus que ça parce que ça va aussi, vous avez parlé d'entrée de jeu avec les mythes, là, ça va aussi venir régulariser des symptômes que la personne peut avoir ou des signes, des menstruations abondantes, elle aurait des menstruations très douloureuses. Il y a même des femmes pour se protéger qui ont de l'acné, que ça va être un bon choix. Dans le fond, la contraception a plein d'autres effets qui vont venir aider. Puis en plus, ben, ça va faire à la base, ça va venir protéger pour une grossesse qui est non désirée. Effectivement. Puis la contraception, c'est au-delà de justement pas avoir de bébé. Là. Les femmes, justement, tu sais, je pense à nos jeunes, nos sportifs. Je sais pas, toi, Valérie, en bureau, mais une jeune qui joue au basket, qui a des menstruations hyper abondantes, pourrait aussi avoir ça pourrait nuire au niveau de son sport, au niveau de son développement, parce que ça devient extrêmement souvent gênant. Fait que c'est un peu d'enlever ces tabous-là au niveau des menstruations. Puis ça permet, tu sais, des fois, les gens disent, ben moi, je voyage beaucoup. Puis même, tu sais, des serviettes sanitaires ou les Divacup ou peu importe, là, les tampons, ça coûte extrêmement cher. Fait que quand on peut venir régulariser ça, ça peut aider aussi. Ça a plein d'effets positifs. Puis, je sais pas pour vous, les filles en bureau, mais moi, j'ai en questionnant mes jeunes patientes ou même des patientes, il y en a qui sous-estiment l'impact de leur menstruation, en fait, qui normalisent un type de segment qui est quand même important, puis que finalement, en questionnant, on se dit, ben là, attends une minute, là, tu sais, quand ça déborde la nuit, il faut changer un tampon aux 2 heures, il y a des risques d'anémie aussi. Fait que je pense que c'est de sensibiliser les gens aussi à l'intensité des segments, puis qu'il y a des façons, il y a des moyens aussi pour réduire ça, puis prévenir d'autres complications, là, l'anémie, la fatigue, ça a un impact, comme tu dis, super fonctionnel sur les sportifs, par exemple. Fait que ça marche comment? Mettons qu'on prend la pilule, là, Julie, là, on commence la pilule contraceptive. Là. C'est quoi que ça fait? Comment ça fonctionne? En fait, c'est que ça va venir jouer... Dans le fond, on a des hormones, là, plusieurs hormones qui vont venir régulariser le cycle. Puis, quand on prend la pilule pour dire quelque chose, bien, ça va venir couper la LH. Quand on coupe la LH, ça évite d'avoir une ovulation. La LH étant une des hormones. C'est ça, fait que ça va éviter l'ovulation. Puis ça va venir jouer sur la FSH aussi. C'est toute une cascade qu'on ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui. Puis ça va venir diminuer l'endomètre, l'effet de la progestérone qu'il va y avoir dans la pilule. Ça va venir diminuer l'endomètre. Fait que ça ne donne pas un milieu propice pour... qui est dans l'utérus. Qui est dans l'utérus. Ça va éviter qu'un spermatozoïde ait la bonne idée d'aller s'implanter rencontrer l'ovule puis aller s'implanter. Fait que s'il n'y a pas d'ovule, il n'y aura pas de rencontre avec le spermatozoïde. Mais mettons qu'il se rencontrerait, mais l'endomètre va être moins épais, donc ce ne sera pas une place propice. Puis ça augmente le bouchon muqueux, ce qui fait que le spermatozoïde non plus ne peut pas rentrer dans l'utérus. Donc, il ne peut pas aller faire la rencontre avec l'ovule. Fait que les hormones vont venir jouer sur toutes ces choses-là pour éviter d'avoir une ovulation, pour venir jouer sur l'épaisseur de l'endomètre, pour augmenter le bouchon muqueux. Puis ça va faire en sorte que ça va venir contrôler tous ces éléments-là pour éviter d'avoir une grossesse non désirée. Quand tu parles du bouchon muqueux, veux-tu nous dire un petit peu plus, ce serait quoi? En fait, c'est que quand on a notre cycle à chaque mois, puis qu'on tombe dans la période ovulatoire, il y a des femmes ou des personnes que ça doit leur dire qu'ils savent qu'ils ont ovulé. Là, c'est comme 14 jours avant les règles. Souvent, les personnes vont se plaindre qu'ils ont plus de pertes vaginales. C'est plus visqueux parce que en fait, ça veut ouvrir la porte pour permettre à un spermatozoïde d'entrer, d'aller rencontrer l'ovule. Mais dans le contexte où on épaissit ce bouchon-là, ça évite au spermatozoïde de rentrer. Fait qu'on vient jouer sur les parties du cycle pour éviter une grossesse qui il y a différents mécanismes par lesquels ça va venir avoir un impact. C'est vraiment intéressant. Puis, fait qu'on parlait que ça épaississait la glaire. Puis là, tu disais que ça amincit l'endomètre aussi. Oui, puis ça a comme effet que si on amincit l'endomètre, on est moins menstrué. Fait que les personnes qui ont des règles abondantes que vous parliez il y a quelques minutes, ça va venir éviter ça. Puis quand on est menstrué, souvent, il y en a qui ont des règles douloureuses. Si on n'est pas menstrué, on n'aura pas de règles douloureuses, donc ça va venir régler ce problème-là aussi.
Puis qu'est-ce que tu répondrais, Julie, aux gens? Moi, j'entends souvent, là, je sais pas vous, encore une fois, mais qu'il faut avoir des règles à tous les mois. C'est pas bon pour le corps de pas être menstrué. C'est un mythe, ça. Ouais. Ça, c'est nos parents puis nos grands-parents qui disaient ça, que c'était important. En fait, ça permettait aux gens de savoir qu'il n'y avait pas... historiquement, là, ça permettait aux personnes de savoir qu'ils n'étaient pas enceintes. Fait que si tu avais des menstruations tous les mois, tu n'avais pas de grossesse. Mais quand c'est contrôlé, on vient juste jouer sur les hormones pour contrôler, c'est pas dangereux. En fait, ça va même aider pour plusieurs raisons. Ça peut prévenir le fait d'avoir une méthode contraceptive qui vient régulariser les règles. Ça peut prévenir le cancer des ovaires, ça peut prévenir le cancer de l'endomètre, ça prévient l'anémie. Fait qu'il y a quand même des choses qui sont intéressantes et pertinentes. Fait qu'il n'y a aucun danger à ne pas avoir de règles pendant des années parce qu'on a une méthode contraceptive qui arrête notre segment. Donc, les femmes pourraient prendre, on parlait de la pilule, pourraient prendre la pilule en continu. Tout à fait. En fait, c'est même intéressant parce qu'il y a moins d'oubli. Ouais. ça évite ça. Les femmes qui ont des menstruations douloureuses, ça va éviter aussi ces éléments-là. Fait qu'ils peuvent prendre la pilule en continu. Le petit mot que je dirais peut-être sur la pilule en continu, il y a toujours un risque quand on prend la pilule en continu d'avoir un saignement, un de ces 4 à quelque part, là. En fait, ce qu'il faut faire quand ça arrive, c'est arrêter 4 jours nos pilules, puis reprendre. Ça va comme repartir notre corps, là, puis leur setter à zéro, puis après ça, on va pouvoir continuer. Puis je dis toujours aux gens, essayez de battre le record du nombre de semaines que vous venez de prendre. Fait que mettons que ça faisait 10 semaines que la personne prenait sa pilule, puis elle n'avait pas de saignement, puis là, on arrête 4 jours, on recommence, puis on essaye de battre ces 10 semaines-là, puis il y en a qui vont durer des années comme ça, puis il n'y a aucun Donc, il n'y a pas de problème. maximum. Non. Il n'y aurait pas de maximum. On n'est pas obligé d'avoir des règles 3 fois par année ou 4 fois par année. Des fois, on entend ça. Si la personne, elle se sent enflée ou elle dit, il me semble que ça ferait du bien à mon corps, elle peut. Ouais. Mais 4 jours, c'est assez d'arrêt, pas obligatoire plus. Oui, puis je pense que culturellement, il y a des gens aussi pour qui c'est important d'avoir Tout à des fait. règles, puis c'est tout à fait légitime et valide. Moi, souvent, ce que j'explique à mes patientes, c'est que la progestérone, elle amincit l'endomètre, comme on disait tantôt, puis l'estrogène, elle le fait épaissir un petit peu. Fait qu'il y a comme un équilibre. Mais quand on prend la pilule en continu, des fois, l'endomètre va venir tellement mince qu'il se met à saigner parce qu'il est très, très mince. Fait que comme tu disais, de faire une petite pause, ça va lui donner un petit boost pour reprendre sa place. On arrête le saignement. Il y a d'autres façons aussi de gérer les segments. Oui, bien là, ça va dépendre des méthodes contraceptives. Exact. Mais mettons, si on ouvre une petite porte sur l'implant contraceptif, là, qui a juste la projet. Puis là, je ne sais pas si je devrais dire que l'implant contraceptif, c'est un implant qui est inséré dans le bras là, pour le bénéfice de tout le monde. C'est juste la progestérone qui est à l'intérieur. Tu veux nous le montrer? Parce qu'on a amené oui, des... on en a un. Là, je ne sais pas trop, il faut que je le montre. Vous allez pouvoir nous voir sur les vidéos. Oui, pour ceux qui sont en audio, ça vous invitera à aller voir la version YouTube, mais on a apporté un échantillon donc l'implant, ça, c'est tout petit. Qui mesure 4 cm, 2 mm de diamètre. Fait que je sais pas trop, je devrais le mettre comme ça. Fait qu'on met ça dans le bras. Fait que ici, on a comme un démo. Là. Fait que si on touche ici, on le sent, il est à l'intérieur du démo. En fait, dans l'implant, il y a juste de la progestérone, de l'éthénogestrel, qui est un progestatif qui va venir... celui-là, il va arrêter l'ovulation. Il va diminuer l'endomètre puis il va augmenter le bouchon muqueux aussi, comme on parlait tantôt. Mais avec l'implant, je vous dirais que on va faire ça grosso modo, 1/3 des femmes saignent plus, 1/3 des femmes saignent un peu comme avant ou un peu moins, puis 1/3 saignent un peu tout croche. Fait que quand on est dans le tout croche, là, on disait des moyens pour arrêter de saigner. En fait, on peut donner les personnes vont voir leur professionnel pour faire ce suivi-là, mais en allant voir leur professionnel, ils vont leur proposer un anti-inflammatoire non stéroïdien, comme Advil, Motrin, peu importe, Naprosyn, Ali, bon, il en existe plusieurs. C'est tous des équivalents, mais ils ont des dosages différents. Fait qu'on prend un anti-inflammatoire tout dépendant lequel, pendant 5 jours, puis là, 2 ou 3 fois par jour, tout dépendant quel anti-inflammatoire. Ce que ça fait, c'est que en fait, il y a de l'inflammation à l'intérieur de l'utérus qui se fait, puis il y a des petits vaisseaux sanguins qui sont fragiles. Fait que ça va venir couper les prostaglandines. Quand ça coupe les prostaglandines, ça fait une vasoconstriction. Ça fait que les petits vaisseaux sanguins arrêtent de saigner. Fait que souvent, ça va venir arrêter le saignement que la personne peut avoir. C'est une des façons qu'on peut utiliser. Si ça fonctionne pas ou que ça revient tout le temps, ben t'en as parlé, il manque d'estrogène. Là. Il y a juste de la progestérone. Fait que des fois, ça vient friable. L'estrogène, dans
dans ce qui est contraceptif, ben c'est pas l'estrogène qui fait la contraception parce qu'on a des progestatifs seuls. C'est vraiment la progestérone. L'estrogène, elle, tantôt, je disais que ça coupait la LH pour éviter l'ovulation, mais ça va aussi venir stabiliser l'endomètre. C'est surtout ça, sa job. Fait que quand tu viens stabiliser l'endomètre, ben souvent, ça va arrêter de saigner. Fait que souvent, on va rajouter une pilule contraceptive 1 mois par-dessus, par exemple, l'implant, puis ça va venir aider. Temporairement. Là, si les gens disent, ouais, mais moi, j'en ai du spotting, là, j'en ai, mais moi, je prends la pilule, qu'est-ce que je fais? Bien, à vrai dire, c'est qu'on va venir jouer sur le taux d'estrogène. Fait que, mettons que la personne, à l'intérieur de sa pilule, elle avait de l'éthylèstradiol, qui est l'estrogène. Mettons qu'elle avait un 20 microgrammes, pour dire quelque chose, bien, on va venir augmenter. Fait qu'on peut monter à... Il y a différents types de pilules. On peut l'augmenter à 25, on peut l'augmenter à 30, on peut l'augmenter à 35. Fait qu'on peut venir jouer là-dessus. Là, si jamais vous dites, ouais, mettons que la personne a dit, mais moi, je suis à 30 ou je suis à 35, je peux plus monter, bien, on change de progestatif. Fait que c'est des trucs qu'on fait pour aider. Quelqu'un qui aurait une contre-indication à l'estrogène puis qui saignerait sous Nexplanon, on aurait-tu une solution à proposer dans des cas comme ça, autre que les anti-inflammatoires? Ben, ouais, non, ça va être vraiment les anti-inflammatoires. Ouais, non. Ça serait plus ça. Dire, oui, il y a des solutions. Après, la première chose, ça serait les anti-inflammatoires quand ils n'ont pas de contre-indication. Là, je dirais, après ça, c'est avec les données probantes, c'est les données sur lesquelles les choses sont les plus efficaces. Après ça, tout dépendant des professionnels, on a des trucs maison, je vais dire ça comme ça. Fait que là, je dirais aux gens, dans des contextes comme ça, d'en parler avec leurs professionnels. Puis normalement, ils vont être au fait pour essayer certaines recettes, pour essayer des choses, mais on a moins de données probantes sur les autres recettes un peu maison. Donc, c'est de ne pas paniquer. Si justement, on a eu l'installation d'un Nexplanon, parce que ça demeure quand même une petite mini-chirurgie. Ouais. En fait, l'installation, parce qu'on ne veut pas nécessairement le retirer. Donc, on veut être quand même aussi patiente parce qu'on se dit au moins un 3 à 4 mois avant de dire que... 3 à 6, je dirais. Même contraception. Oui, c'est ça souvent. C'est juste, mais en même temps, je comprends que les gens, tu sais, on est dans un air qu'il faut aller vite, là, fait que, puis avoir des saignements tout le temps, c'est tannant. Tu sais, quand on est en plein été, on fait de la piscine ou on est sauveteur comme job, puis qu'on se pote tout le temps, c'est tannant. Fait que souvent, je dis aux gens d'être patients, mais il y a des trucs, il y a des choses qu'on peut faire. Fait qu'avant de l'enlever, vous êtes mieux de poser des questions. On s'assure aussi qu'il n'y a pas de... Tu sais, des fois, on peut avoir une infection transmise sexuellement qui ferait qu'on saignerait tout croche. Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de grossesse. Il y a comme des choses quand même à s'assurer qu'il n'y a pas d'autres causes, mais il y a des solutions. On devrait plus retenir ça comme message. OK. Fait que là, Julie, on a parlé un peu de la contraception, de la pilule. Tu as montré le Nexplanon, tu as montré comment c'était petit. On installe ça où? C'est où que les... Parce que c'est bien populaire. Il y a beaucoup de gens là, qui se posent des questions sur l'implant. Là, j'allais dire, on va regarder le bras parce que là, moi, j'ai ma manche, là, mais en fait, on l'installe en bas du... Ben, on a comme un milieu... Oui, c'est ça. C'est sur le bras non dominant, normalement. On installe ça à peu près à 5 cm de quand on force. Là, on voit un sillon. C'est pas des gros... c'est comme un 5 c'est ça, vous êtes des bonnes... vous avez des bons bras pour montrer ça aux gens aujourd'hui. À peu près 5 cm en bas du sillon que les gens voient, là, de la ligne qu'on voit sur vous. Là. Puis c'est à peu près une dizaine de centimètres du bout du coude, là, je vais expliquer ça. C'est de l'épicondyle, là, mais pour que les gens comprennent. C'est juste c'est dans le bras, la face plus postérieure. Vers l'intérieur. Ça dure combien de temps? Bon, la monographie dit 3 ans, fait que c'est super intéressant, mais quand on a un indice de masse corporelle en bas de 30, c'est jusqu'à 5 ans qu'on a des données probantes. Fait que ça veut pas dire qu'après, ceux qui ont un indice de masse corporelle plus élevé, que c'est pas efficace, mais on n'a pas de données. Fait qu'en bas de 30, c'est 3 ans, sinon c'est 5 ans. Bien, comme le stérilet Mirena, qui était 5 ans, puis là, qui vient de changer. 8 ans, le stérilet Mirena, il est contraceptif 8 ans, peu importe l'âge à laquelle on l'insère. Puis pour les femmes qui ont en haut de 40 ans, c'est bon jusqu'à la ménopause. Fait que c'est quand même intéressant. C'est vraiment intéressant. Puis on en parlait, on t'a apporté aussi un tableau avec toi, hein, parce que en fait, l'implant demeure la meilleure contraception, en fait, la plus efficace. Oui, là, je sais pas trop. Mais là, comme ça. Le petit tableau pour essayer de le montrer. C'est un tableau que la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a fait. Puis en fait, ça montre toutes les méthodes contraceptives avec leur efficacité, je vais dire, typique, puis l'efficacité parfaite. En fait, puis il la met de la méthode la plus efficace à la moins efficace. Fait que l'implant contraceptif, c'est la meilleure méthode. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois que l'implant il est installé, bien, il ne bouge plus de là. Il y a pas de à chaque fois qu'on a moins de manipulation, l'efficacité de la contraception est supérieure. Ouais. Donc, il ne demande pas de manipulation. Fait qu'une fois qu'il est installé, il n'y a pas d'oubli. Puis, il est anovulatoire, que je vous disais tantôt. Donc, il n'y a pas d'ovulation. Fait que le seul temps où il peut avoir une grossesse non désirée, non prévue, c'est lors de l'installation, s'il y a eu un moment où il y a une relation sexuelle non protégée, là, puis qu'il y aurait eu un risque là, puis que
que, mettons, la personne n'aurait pas parlé à son professionnel. Mais sinon, il y a pas de grossesse sous implant. Après ça, on tombe avec le stérilet. Il existe 2 types de stérilet. Je ne sais pas si on fait une petite parenthèse sur les stérilets. Oui, ça vaut la peine. Il y a le stérilet avec hormones et le stérilet sans hormones. Le stérilet avec hormones, c'est du lévonorgestrel qui est à l'intérieur. Donc, c'est juste de la progestérone. C'est juste de la progestérone. Donc, dans les stérilets, il n'y a pas d'estrogène. Non. Puis la quantité qui circule est beaucoup moins élevée que celle que quand on prend la pilule par la bouche. Parce que c'est un mythe souvent que j'entends. Les gens disent, vu qu'il est à l'intérieur de mon corps, il doit avoir beaucoup, beaucoup d'hormones. Mais non, il y en a moins parce que l'effet est très local en premier. Comme effet, ça diminue l'endomètre, puis ça augmente le bouchon muqueux. Fait que ça l'empêche pas. Surtout, il y en existe 2, là. Il y a lui avec 52 mg puis 19,5 mg. Lui qui a 52 mg, il peut avoir un effet d'arrêter l'ovulation, mais c'est pas toujours le cas. Fait que les personnes qui disent qu'ils sentent leur ovulation, ben quand ils ont un stérilet, ils pourraient le sentir encore, mais pas avec l'implant parce qu'il n'y a plus d'ovulation. OK. Donc, c'est ça. Fait que ça a vraiment un effet pour diminuer les règles. Fait que les personnes qui ont des règles très abondantes, ben lui est vraiment indiqué pour les personnes qui ont des règles très abondantes, des ménorragies là, qu'on appelle. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Lui qui a moins d'hormones, il est fait pour, on va dire, nullipare. Tantôt, je disais qu'on entend souvent que les jeunes ne peuvent pas avoir de stérilet. C'est faux. Parce qu'il est plus petit. Nullipare qui n'ont pas eu d'enfant. Fait qu'il est un petit peu plus petit, fait que c'est un petit peu plus facile à l'installation. En fait, ce qui est plate avec un stérilet, c'est l'installation. Mais une fois qu'il est installé, on le dit, lui, le stérilet avec hormone 52 mg, il est bon 8 ans. Fait que une fois qu'il est installé, il est là longtemps. L'autre, pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfant, c'est 5 ans. Ou qui n'en ont pas eu vaginalement. Ou qui n'en ont pas eu, tout à fait. Donc, c'est ça. Fait que c'est quand même intéressant. Je ne sais pas si vous voulez qu'on les montre. On pourrait le montrer. Puis c'est toujours impressionnant, il faut le dire aux femmes, quand ils vont chercher leur prescription à la pharmacie, c'est une longue boîte. Fait que tout le monde, j'ai dit que c'était un peu plate l'installation, mais déjà, quand ils voient la boîte, ils trouvent ça impressionnant. C'est l'installateur qui est impressionnant parce que en tant que tel, le stérilet, celui-là, c'est le plus petit, fait que c'est pas très large, 28 mm pour lui, puis 32 pour lui, puis une trentaine de millimètres de longueur pour 32 ou 34 mm de longueur, fait que ça donne un indice. Fait que ça va à l'intérieur de l'utérus. C'est installé à l'intérieur par un professionnel qui est habilité. Ça peut être un médecin ou une infirmière praticienne. Donc, c'est ça. Fait que l'installation, ce qui est un peu tannant, c'est que ça prend un examen gynécologique. Donc, il faut mettre un spéculum. Peut-être dire que pour les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, même celles qui n'ont pas eu de relations sexuelles, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'une personne ait une relation sexuelle pour le faire installer, souvent, ce qu'on va conseiller, c'est si les femmes ou les personnes mettent déjà un tampon, ben si un tampon entre dans le vagin, on va être capable de mettre un petit spéculum. Ou si jamais ils n'en mettent pas ou qu'ils ont de la difficulté, on va dire avant l'examen d'essayer d'insérer l'index, la personne elle insère un index juste pour venir ouvrir un peu le chemin. Je vais expliquer ça comme ça. Là. Donc, là, on parlait qu'il y avait 2 types de stérilets. Il y en avait avec hormones progestatifs seuls, donc ceux qu'on parle, le 52 ou le 19,5. C'est quoi les avantages puis les désavantages de ça? Parce que j'entends souvent, des expériences personnelles. Par exemple, la progestérone, c'est quoi les effets secondaires possibles? Bon, là on ouvre une grande boîte. Ouais. Parce que ce qu'il faut comprendre avec la progestérone, c'est qu'il y a différents types de progestatifs. Ouais. Et selon les différents types, c'est des générations. Là, les gens, ça va peut-être leur dire quelque chose première, deuxième, troisième, quatrième génération. Selon le progestatif, ils ont des effets différents. Mm-hmm. Je vais donner un exemple que beaucoup de personnes connaissent, le Depo-Provera, l'acétate de médroxyprogestérone retard. C'est l'injection aux 3 mois. Celui-là, c'est un progestatif de première génération qui a un effet qui ressemble à de la cortisone, ce qu'on appelle glucocorticoïne comme effet. Là, fait que ça ressemble à de la cortisone. Quand on dit de la cortisone, les gens doivent dire que ça stimule puis ça augmente l'appétit, ce qui est le cas. Fait que si ça augmente l'appétit, bien, on peut prendre du poids. Fait que c'est pour ça que les personnes, souvent avec cela, il y a une augmentation de poids. Sinon, si on tombe avec celui-là, c'est un 2e génération avec le stérilet, le lévonorgestrel, ça a un effet des fois androgénique.
Fait qu'androgénique, ça veut dire plus de poils, plus de boutons. L'acné, plus de peau grasse, cheveux gras, plus de poils. Ce qui fait que pas toutes les personnes, mais certaines personnes vont avoir ça comme effet secondaire, avoir un peu plus d'acné, avoir un peu plus de poils, poils un peu plus foncés. Fait que si c'est le cas, il existe des choses. On n'enlève pas le stérilet pour ça, mais il existe des trucs pour gérer ça. Fait que les patientes qui disent « Ah, moi, je veux pas un stérilet parce que j'entends que ça fait prendre du poids », c'est pas vrai. Ça n'a pas cet effet-là. Ça a vraiment un effet androgénique. Les études démontrent qu'il n'y a vraiment pas de prise de poids avec ce type-là. J'ai souvent aussi entendu en bureau, je ne sais pas si tu as quelque chose là-dessus, Julie, au niveau de la dépression, au niveau de l'humeur, au niveau de la progestérone. Ça, on entend souvent parler. En fait, ce qu'il faut voir, c'est il n'y a pas d'études qui démontrent hors de tout doute qu'il y a une cause directe. On sait que peut-être certains progestatifs pourraient venir jouer un petit peu plus sur l'humeur, dont le lévonorgestrel, mais on n'a pas d'études. Donc, Mirena. Okay. Peut-être que ça aura un effet. Il y a des choses qui sont proposées en termes d'hormones. Tu sais, comme quand on est en SPM, il y en a qui sont plus fragiles en termes d'humeur, il y en a qui sont plus impulsifs. Bien, il y a une augmentation de progestérone à ce moment-là avant d'être menstruée. Est-ce que le fait d'avoir un progestatif pourrait venir dégrader un petit peu la sérotonine? Tu sais, il y a différentes choses qui sont réfléchies, hypothèses, mais il n'y a rien d'hors de tout doute. En fait, souvent, ce que je dis aux gens, c'est essayez-le, puis s'il y a quelque chose, on l'enlève, c'est réversible tout de suite. Les gens, si ont les mêmes symptômes 2 à 3 semaines après, c'était pas ça la cause. Mais c'est plus facile de dire que c'est ça la cause que d'autres choses en premier. Fait que ça vaut la peine de l'essayer. Oui, puis je pense qu'il y a un message qu'on veut que les gens retiennent aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a tellement une grande variabilité dans la réponse aux médicaments de façon générale, aux hormones. Moi, j'ai eu un stérilet pendant 9 ans. Tout a bien été, j'ai pas eu d'effets secondaires, mais il y a des patientes qui viennent me voir que ça fait 2-3 mois qu'ils ont un stérilet que je leur ai installé. Ils ont eu des boutons, l'humeur a changé. Fait que je pense que c'est malheureux de se dire qu'on peut pas prédire comment on va réagir. Puis comme tu l'as bien nommé tantôt, Julie, moindrement que vous avez des symptômes ou une inquiétude, vous consultez puis on verra ce qu'on peut faire. Il y a une réversibilité de tout ça en enlevant le stérilet, mais comme tu as dit aussi, il y a des choses qu'on peut faire. On peut traiter l'acné, on peut... Fait que, l'approche d'en choisir une contraception aussi, ça serait intéressant qu'on en parle. Comment choisir une contraception? Le stérilet, implant, c'est des longues durées. Parce qu'une grossesse non désirée, ça a beaucoup d'impact. Fait qu'on a parlé un peu des effets secondaires. Parlons du deuxième stérilet. Tu disais il y a 2 types, donc pas d'hormones. Ouais. Donc, le stérilet de cuivre. Ouais. En fait, je peux peut-être expliquer aux gens que quand il y a du cuivre, il n'y a pas d'hormones. Donc, l'effet, parce que les gens se demandent souvent qu'est-ce que ça fait, parce qu'il y a plein de mythes qui est dit là-dessus. Ouais. En fait, c'est qu'une fois que le stérilet de cuivre est inséré, ça change l'intérieur de l'utérus. Ça crée une inflammation, puis ça crée un milieu qui est non propice à ce qu'une grossesse s'installe, là. Fait que l'ovulation se fait pareil parce qu'il n'y a pas d'hormones, ça ne joue pas là-dessus. Ce n'est pas anovulant. Non. Fait que les spermatozoïdes, quand ils arrivent, parce qu'ils vont traverser le bouchon muqueux, la glaire, parce qu'il n'y a rien qui vient bloquer ça. Quand ils rentrent là puis qu'il y a du cuivre, ben il vient comme niaiseux, stupide, un peu buzzé, puis il se souvient plus c'est quoi sa job. Sa job, normalement, c'est de rencontrer l'ovule, mais là, il s'en souvient pas. Fait qu'un des mécanismes, c'est ça. Fait qu'il va être là, mais il rencontrera pas l'ovule, même s'il passera à côté parce qu'il s'en souvient pas. Puis le milieu, c'est ça. Le milieu est il est plus propice à une implantation. Fait qu'il n'y a pas d'implantation qui se fait. Donc, le mécanisme, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'hormones, c'est le mécanisme. Les seuls 2 effets secondaires qu'on peut avoir avec le stérilet de cuivre, c'est que les femmes peuvent avoir des règles un peu plus abondantes puis avoir un peu plus mal au ventre. Fait qu'il faut qu'ils soient conscientes de ça. Mais des fois, je dis, ça vaut la peine de l'essayer. Puis, tu sais, les gens, s'ils n'aiment pas ça, bien, vous le dites depuis le début, il faut être à l'écoute des symptômes que la personne a. Puis là, on regardera qu'est-ce qu'on fait avec le professionnel, qu'est-ce que la personne fera à ce moment-là. Mais c'est ça. Fait que c'est le mécanisme, c'est la façon de faire. Il y en existe une panoplie, il existe plein de modèles. Il y a des modèles qui durent 12 ans, puis il y a des modèles qui durent 5 ans. Fait que il y a des mini, je dirais, il y a des mini, effectivement, il y en a qui sont plus gros. Fait que je dirais discuter avec le professionnel pour regarder lequel est le plus intéressant, là, pour pas en nommer un aujourd'hui, mais c'est ça. Puis tantôt, on parlait dans les vrais ou faux qu'il y avait une propriété en termes de contraception d'urgence. Donc, dans quel contexte on ferait ça pour qu'on utiliserait le stérilet? En fait, si aujourd'hui j'ai une relation sexuelle non protégée, puis je prends aucune méthode contraceptive et je suis donc à risque d'avoir une grossesse non désirée et je n'en veux pas,
bien, je vais aller voir soit le pharmacien ou une infirmière, une IPS, un médecin qui va pouvoir me prescrire ma contraception d'urgence. Il en existe par la bouche, avec des pilules par la bouche, mais la méthode la plus efficace en contraception d'urgence, c'est le stérilet de cuivre. On peut l'installer jusqu'à 7 jours après une relation sexuelle non protégée. Ça prend un stérilet de cuivre qui a 380 mm de cuivre à l'intérieur. Ouais. Je le dis parce que quelqu'un qui en aurait un à la maison ne sont pas tous bons pour ça. Fait qu'il faut valider. Fait qu'il y a un professionnel, soit une IPS, soit un médecin qui peut l'installer, qui est habilité, qui va pouvoir l'installer. Fait qu'on l'installe à ce moment-là, puis ça va être efficace. Là, il y a pas ça crée pas d'avortement spontané parce que des fois, ça fait partie des mythes. C'est vraiment juste qu'une fois qu'il est là, ça s'implantera pas. Donc, on empêche l'implantation, tout à fait. Puis les gens sont de plus en plus craintifs quand même au niveau des produits, là, les métaux. Dans le fond, c'est pas toxique, c'est pas dangereux. Toxique, c'est pas dangereux, effectivement. Puis une personne qui l'aurait pris en contraception d'urgence, qui dit finalement, moi, c'est pas ça que je veux comme méthode pour X raisons, bien, un mois plus tard, elle va pouvoir aller soit se le faire enlever puis prendre une nouvelle méthode puis en discuter avec son professionnel. Parce que vous l'avez dit tantôt, l'important, c'est de choisir sa méthode contraceptive, celle qui nous va le mieux. Oui, sa prise idéale. Parce que oui, on a les stérilets, l'implant, c'est du long terme. On a parlé beaucoup aussi de la pilule. Là. Il y en existe, on a parlé tantôt de combinaison estrogène et progestérone. Il y en existe des seuls aussi, avec juste la progestérone. Puis la dernière qui vient de sortir est parce que celle que les gens savaient avant qu'il y avait juste la progestérone dedans, on appelle ça la pilule à progestative seule. On avait à la norétindrone avant, mais maintenant, on a la drospirenone qui est vraiment plus intéressant. La demi-vie est plus longue. Elle a un effet, dans les types de progestatifs anti-minéralocorticoïdes puis anti-androgéniques. Fait que ce que ça fait, c'est que les femmes ont moins de boutons d'acné puis se sentent moins enflées aussi parce que souvent, ça va faire... ça n'aura pas un effet de rétention d'eau avec cette méthode-là. Fait que c'est bien intéressant. Puis c'est quoi l'avantage ou le bénéfice d'avoir une pilule avec juste de la progestérone? C'est quand qu'on les utilise? En fait, on devrait toujours offrir une pilule qui est combinée en premier pour venir stabiliser l'endomètre et avec tous les effets qui est intéressant d'avoir et de l'estrogène et de la progestérone. Mais quand on a une contre-indication à l'estrogène, je ne peux pas en avoir, bien là, on va y aller avec la pilule à progestative. Qui ne peut pas avoir d'estrogène? Une personne qui a des migraines ophtalmiques ou des migraines avec symptômes neurologiques, quelqu'un qui a fait une thrombose dans le passé. Des caillots. C'est ça. On a une job de vulgarisation à faire, d'accord? C'est bon. Quelqu'un qui aurait des problèmes au foie. Je vais juste rentrer ça large comme ça. Ouais. Une personne en haut de 35 ans qui fumerait, là, qui utilise le tabac. Une personne qui aurait eu un cancer du sein, pour dire quelque chose. Donc, il y a différentes contre-indications qui existent. On parle de cancer rapidement. C'est quelque chose que j'entends aussi. Là. Il y a eu comme une flambée dans les médias sociaux. La pilule donnerait le cancer. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là? En fait, quand on regarde les chiffres, c'est minime ou nul. Ça dépend des études qu'on regarde. Ouais. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est vrai que les femmes ont peur pour ça, mais en fait, ça protège aussi la pilule pour plein de cancers, dont le cancer de l'endomètre, dont le cancer des ovaires. Donc, on ne dit pas que ça protège pour le cancer du sein, mais c'est vraiment minime. Fait que une grossesse non désirée, ça a beaucoup d'impact aussi chez une personne quand elle n'en veut pas, sur un paquet de facteurs. Fait qu'en fait, il faut juste prendre une décision éclairée puis trouver l'équilibre là-dedans. Puis, on parlait des motifs ou des raisons pour lesquelles on irait avec une pilule contraceptive à progestérone seule. Puis là, tu as nommé les types de progestatifs, mais anciennement, c'était Micronor qu'on utilisait, qui était qu'il fallait avoir comme une horloge. Il fallait la prendre à la même heure. Là, on a la Céline, qui est la nouvelle. Il y a les gens qui ont des contre-indications de prendre l'estrogène, mais on parlait d'allaitement tantôt, qu'on pouvait... c'était possible de tomber enceinte même quand on allaitait. Ouais. Donc, moi qui travaille avec les femmes en postpartum, c'est quelque chose que je vais utiliser pendant l'allaitement. Pourquoi on ne voudrait pas avoir de l'estrogène pendant que la maman allaite? En fait, c'est surtout les premières semaines que l'estrogène, c'est compliqué en postpartum parce que ça augmente... En fait, en postpartum, on est en état d'hypercoagulation, là, je vais dire ça comme ça. Donc, on a un risque plus augmenté de faire des caillots, des thromboses des caillots. Puis si on rajoute de l'estrogène, j'ai augmenté mon risque d'avoir un problème thromboembolique de caillots. Fait qu'on n'en donne pas Puis ça a-tu un impact sur la production laiteuse aussi? Non, les études démontrent que ça n'a pas d'impact. Pas l'estrogène du tout? Même pas. Tu m'apprends quelque chose. OK, j'étais sûre que oui. Non, ça a plus. Puis même la progestérone aussi, un bout de temps, les gens pensaient que ça avait un impact, mais il n'y a pas d'impact sur la production
sur la production OK. d'allaitement. Bon, donc, chez les femmes en postpartum, on va favoriser une contraception. Tu sais, souvent, moi, je vais mettre des stérilets, soit sans hormones ou avec progestatif, ou justement utiliser la pilule à progestatif seule là, dans la période postpartum. On n'a pas parlé des timbres. Il existe aussi des timbres. Bien, il existe l'anneau? le timbre qu'on change une fois par semaine. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Puis il existe aussi l'anneau vaginal qu'on change une fois par mois. En fait, quand les personnes... oui, c'est vrai, on pourrait les monter. On a un anneau ici. Fait que c'est un anneau comme ça qu'il faut aller insérer à l'intérieur du vagin une fois par mois. Puis le timbre, j'en ai pas, mais c'est vraiment un collant qu'on met. Souvent, les femmes vont le mettre au niveau de la fesse, au niveau de l'omoplate, des endroits où ils ne sont pas très à la vue là, de tout le monde. Là. En fait, ce qui est intéressant, des fois, c'est que les femmes qui ont des effets secondaires avec la pilule par la bouche, des fois, ils n'en auront pas, par exemple, avec l'anneau, parce qu'il n'y a pas de passage hépatique qu'on appelle au niveau des hormones. Là. Fait que les femmes, des fois, ont moins d'effets secondaires. Fait que des fois, il y a des alternatives qui peuvent être intéressantes à essayer. Puis il y a moins d'oubli. Des fois, quand il y a moins de manipulation, il risque moins d'avoir d'oubli aussi. Fait que tantôt, on parlait de comment choisir une contraception. Qu'est-ce que tu dirais en quelques mots? Là? Comment on aborde ça, le choix de la contraception? Bien, en fait, quand les personnes vont à leur rendez-vous, il faudrait qu'il y ait une idée de qu'est-ce qu'ils recherchent et pourquoi ils veulent leur contraception. Puis ça va être d'en discuter avec leur professionnel. Puis normalement, si le professionnel ne le fait pas d'emblée, il devrait demander d'entrée de jeu c'est quoi toutes les méthodes qui sont bonnes qui peuvent être pour moi selon les contre-indications que la personne a là. Puis après ça, ça va être de prendre le meilleur choix en comprenant. Est-ce que moi, j'ai un horaire qui est variable, je travaille de nuit, de jour, ça va être compliqué de prendre une pilule tout le temps à la même heure. Est-ce que c'est mieux que j'aie un stérilet parce qu'une fois qu'il va être installé, j'y toucherai plus, ça va être plus facile pour moi, puis c'est à plus long terme. Est-ce que c'est mieux un implant parce que je veux absolument pas d'examen gynécologique? Est-ce que je veux une méthode qui a un impact aussi sur, comme effet secondaire, que ça va avoir un impact sur l'acné. Réduire l'intensité des règles. Tout à fait, c'est ça. Fait que ça dépend vraiment. En fait, il faut vraiment ouvrir la conversation pour voir qu'est-ce qui est plus intéressant pour nous. Puis le désir de grossesse à court, moyen et long terme. Quoique, même si, mettons, la personne a un désir quand même à court terme, avant, on disait peut-être pas de donner les méthodes à longue durée d'action qui sont réversibles, mais en même temps, si la personne a choisi un stérilet puis que finalement, elle pensait avoir une grossesse dans 1 an, mais que finalement, ça va plus tard, il sera déjà mis. Puis si on l'enlève, il est réversible tout de suite. Donc, D'ailleurs, on parlait dans les vrais ou faux qu'il y avait un risque un mythe que ça pouvait amener des difficultés de fertilité. Combien de temps ça prend pour qu'on redevienne fertile après l'arrêt d'un contraceptif? En fait, pour toutes les méthodes, je vais mettre un petit bémol après, pour toutes les méthodes, en 1 à 3 mois, tout le monde a recommencé à ovuler, puis que les cycles sont revenus, puis tout va bien. C'est variable d'une personne à l'autre. D'une personne à l'autre, excepté la méthode la plus longue, c'est celle qui ont le dépôt Provera, parce qu'au niveau du mécanisme, cela, ça peut être vraiment un peu plus long avant de retrouver des cycles puis de recommencer à ovuler, mais toutes les autres, en 1 à 3 mois, tout est revenu. Puis ça, c'est les méthodes qui ont des hormones. Si on prend le stérilet de cuivre, il n'y a pas d'impact au niveau des hormones de la personne. Donc, dès qu'on retire le stérilet, c'est assez rapide. Moi, souvent, ce que je dis pour justement comparer le stérilet avec hormones ou sans hormones, un stérilet de cuivre, vous continuez à avoir vos menstruations. Il n'y a pas grand-chose qui change. Comme on disait, ça peut augmenter un petit peu le flot sanguin ou les douleurs. Puis c'est très variable d'une personne à l'autre. J'en suis la preuve vivante, ça va très bien. Mais le stérilet avec hormones, il y a quand même un bon pourcentage de 40% à peu près qui sont aménorrhéiques, donc qui n'ont plus de menstruation. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Oui. Mais il y a vu encore. Oui. Fait que c'est pour ça qu'un stérilet avec hormones, quand on l'enlève, si, mettons, on m'enlève mon stérilet aujourd'hui, puis j'ai eu des relations sexuelles hier non protégées, parce que souvent la personne a été protégée avec son stérilet, si elle ne veut pas de grossesse tout de suite, il va falloir attendre au moins 5 jours. Un spermatozoïde, ça vit 5 jours. Fait il faut retarder ou il faut être sûr de ne pas avoir eu de relation sexuelle 5 jours avant si on ne veut pas une grossesse tout de suite. Parce qu'il y a toujours un risque que ça tombe, que ça fonctionne tout de suite. Fait que là, il y a tellement de choses qu'on entend sur l'installation du stérilet. C'est douloureux, c'est épouvantable. Comment tu abordes ça avec les patientes qui voudraient cette option-là de longue durée, qui voudraient peut-être pas nécessairement une petite chirurgie pour l'implant, mais comment est-ce que tu abordes ça avec elles? Bien, en fait, je leur dis qu'il faut qu'ils soient à l'aise avec la personne avec qui va leur installer. Ça, c'est la première des choses. 2, souvent, je vais dire de prendre des anti-inflammatoires avant
avant l'installation parce que ça va aider. Ça diminue pas tant les douleurs lors de l'installation, mais ça va aider après parce qu'un utérus, c'est un muscle. Puis un muscle, on vient l'irriter un peu quand on installe un stérilet. Je vais faire le parallèle comme ça. Fait qu'il va contracter. Fait que l'anti-inflammatoire va aider à ce que ça évite de contracter. Si jamais c'est une personne qui est très, 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 très anxieuse, ça vaut la peine qu'elle demande à son professionnel. Des fois, le professionnel va donner une petite activant, là, une petite pilule pour relaxer avant, là, pour quelqu'un qui est très, très anxieuse. Ouais. Sinon, en fait, ça va être de le dire au professionnel qu'on est stressé. Puis le professionnel, lui, d'habitude, il y a de la verbocaïne. Là. Ça veut dire qu'il va parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Puis il va expliquer les étapes, puis il va rassurer la personne, puis il va lui expliquer. Fait que comme ça, la personne, elle va se sentir rassurée. Parce que quand on explique puis qu'on sait vers quoi on s'en va, ça va être plus facile. Fait que quand les gens ont une idée, c'est vraiment plus facile lors de l'installation. De venir accompagner aussi. Des fois. Même des fois, on recommande d'avoir son téléphone avec sa musique pour écouter de la musique pendant ce temps-là ou regarder ses TikTok, là, des bons TikTok, là, ou aller voir un site sur la contraception qui est intéressant dans ce temps-là là, pour changer les idées. Là. Ça dure combien de temps, une installation de stérilet? L'installation, d'habitude, quand tout va bien, là, c'est très rapide, 5 minutes. 5 minutes, moi aussi, c'est pas long. 6 minutes, là, c'est vraiment pas long. C'est la préparation. C'est le blabla, la préparation, pour rassurer la personne, parce que l'acte en tant que tel, là, ça prend à peu près 5 minutes, gros maximum. On a parlé beaucoup de la contraception pour prévenir une grossesse. Il y a la contraception d'urgence aussi, qu'on a parlé un petit peu avec le stérilet de cuivre, mais il existe aussi 2 pilules qu'on pourrait prendre en cas d'oubli, par exemple. Ou 2 pilules. Il y en a une au lévonorgestrel puis une à l'ulipristal. En fait, l'avantage d'une et l'autre, si on le fait ça très, très rapidement, au lévonorgestrel, d'habitude, on dit que c'est bon jusqu'à 3 jours post-relation sexuelle. Ça, c'est le plan B. C'est le plan B. Ouais. Ou une personne qui prendrait déjà une méthode contraceptive, qui aurait oublié une pilule, il peut avoir des interactions avec l'autre. Fait qu'on va être obligé de prendre le fameux plan B au lévonorgestrel. La pilule à l'ulipristal, celle-là est bonne jusqu'à 5 jours. Ou quand on a un IMC en haut de 30, des fois, c'est plus intéressant et elle peut être plus efficace. Fait que, en fait, ce que ça fait, c'est que ça retarde l'ovulation. Ça ne fait pas un avortement spontané ou, ça ne crée pas un avortement. C'est vraiment que ça retarde l'ovulation pour dire que si je ne vule pas tout de suite, le spermatozoïde n'aura pas le temps de rencontrer l'ovule. Donc, ça permet ça. En fait, je dis souvent aux gens d'aller rencontrer le plus rapide le pharmacien ou une autre personne, mais au Québec, c'est vraiment facile d'avoir accès par le pharmacien. Puis en bureau, moi, souvent, lors du renouvellement, à chaque année, je vais le demander à la patiente combien de fois dans l'année elle a eu recours à la contraception d'urgence. Si la réponse est de dire « je ne l'ai jamais pris », clairement, je pense que le comprimé demeure une bonne alternative de contraception ou si elle le pris quand même assez régulièrement. Je pense que là, c'est de penser, bon, peut-être que la pilule n'est pas nécessairement le bon moyen de contraception pour moi, peut-être que je devrais changer. Tout à fait. Fait que de là, l'importance de faire un bon counseling puis discuter pour regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant pour la personne. J'entends aussi que ça baisse la libido. C'est-tu vrai, ça? Ah, ça, c'est une grosse question. En fait, ce que je vais expliquer, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'estrogène, on va faire ça simple, l'estrogène, je vais essayer de faire ça simple. L'estrogène, t'es bonne. L'estrogène, en fait, l'éthylèstradiol, l'estrogène qui est dans la pilule, puis je vais dire, c'est certaines femmes, c'est pas toutes les femmes. Ce que ça fait, c'est que ça vient jouer sur la SHBG, qui est comme une hormone au niveau du foie. OK? Puis cette hormone-là, c'est une hormone liée au niveau sexuel, là, puis elle va se lier avec la testostérone. OK? Fait que quand je prends l'estrogène, ça peut augmenter la SHBG que je viens de vous dire qui est produite par le foie. Puis, il y a la testostérone qui circule dans mon sang parce que les femmes aussi ont de la testostérone, va venir se lier avec cette hormone-là. Fait que si j'ai plus de SHBG, il y a plus de testostérone qui se lie. Bien, il y a des femmes qui sont très sensibles, puis ce que ça fait, c'est que ça baisse la testostérone qui est libre dans notre sang. Bien, si j'ai moins de testostérone, ça peut venir jouer un petit peu sur la libido si je suis très fragile. Je ne sais pas si c'est clair la façon que je vous l'ai expliqué, mais fait que là, si ça arrive, des fois, ce qu'on dit aux femmes, bien, on va dire, mettons que c'est ta nouvelle pilule que je t'ai prescrite, on peut peut-être baisser le taux d'estrogène. Comme ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il existe des solutions d'habitude. Ouais. Fait que là, on peut venir baisser l'estrogène ou prendre une méthode juste avec progestatif seul. Ou tantôt, je vous disais, l'anneau, il n'y a pas de passage hépatique. Qui joue moins sur la SHBG. Fait que, tu sais, il existe mais si jamais les femmes, ils ressentent un effet secondaire, bien, il faut qu'ils en parlent avec leur professionnel. OK. Puis, encore une fois, tu sais, on disait tantôt là, qu'il n'y a pas une personne qui réagit de la même façon. Tu sais, je pense que c'est d'être à l'écoute de ses symptômes puis d'en parler. Dans la majorité des cas, c'est pas flagrant qu'il y a une baisse de libido. Ça pourrait arriver. Donc, de ne pas hésiter d'en parler.
petit clin d'œil, est-ce qu'il y a quelque chose pour les hommes qui s'en vient? Une contraception masculine, quelque chose qu'on peut répartir le fardeau? Je dirais de rester à l'affût. Là. Il y a des choses qui s'en viennent, mais il n'y a pas encore de choses approuvées par Santé Canada puis tout ça, mais il est supposé avoir des choses dans le futur. Ça va faire partie de l'avenir que les hommes aussi vont partager cette responsabilité-là. C'est une affaire de couple aussi, la contraception. C'est pas juste la femme, mais... Bien, pour ceux qui sont en couple, là, oui, ceux qui sont en on couple. s'entend, Ouais. mais tu sais, il parlait de gels hormonaux, il y aurait peut-être des injections ou des ultrasons temporaires, il y a des choses qui s'en viennent. Ouais. Mais, chers hommes, vous nous en sortirez pas. Écoute, Julie, le temps file, puis on pourrait parler de ça. On a un collaborateur formidable, l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, que tu connais très bien, l'OIQ, qui nous supporte grandement et qui a une question pour toi. Donc, comme tu le sais, la mission de l'Ordre, c'est de protéger le public. Tout à fait. Donc, dans ta pratique IPS, quelles sont les choses que tu mets en place, les gestes que tu fais pour t'assurer d'avoir une pratique sécuritaire? C'est une excellente question. Bien, en fait, je dirais que il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, mais mettons pour ici, là, qui est plus intéressant, c'est que en fait, quand on veut protéger le public, on veut s'assurer d'avoir les meilleures données probantes, puis utiliser les meilleurs traitements, les meilleurs choix, se tenir à jour. Et avec la contraception, on a maintenant le protocole de contraception du Québec, mise à jour 2024. Que tu as participé. Dans lequel j'ai participé aussi, mais dans lequel je dis toujours qu'il est bon pour tous les professionnels de la santé qui font de la contraception. Ouais. Il a été fait, celui-là, à la base pour les infirmières, mais il est fait pour les IPS qui font de la contraception, les médecins spécialistes. Il est fait pour les sages-femmes, fait pour les pharmaciens. Donc, je l'utilise moi-même, même si j'en ai fait partie, parce que c'est là-dedans qu'il y a les données probantes. Donc, pour assurer la sécurité du public, pour avoir les meilleures indications, contre-indications, meilleures... Selon les dernières études. Selon les dernières études, j'utilise le protocole de contraception. Excellent. On arrive à la fin. Message clé, qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui de cet épisode-là? En fait, je pense que la première chose, comme personne qui utilise la contraception, il faut que les gens soient informés. Faut qu'ils questionnent, il faut qu'ils discutent avec leurs professionnels pour choisir la meilleure méthode contraceptive qui est la meilleure pour elles. Mm-hmm. On a parlé de la meilleure méthode contraceptive qui était l'implant en termes de données statistiques, mais par personne, il faut juste s'assurer de quelle est la meilleure méthode pour nous, selon ce qu'on est comme personne. Puis de se tenir au courant parce qu'il y a des fois des nouvelles méthodes qui arrivent, etc. Fait que il faut, faut se tenir au courant. Toute méthode contraceptive qui est bien utilisée est efficace. Tu sais, la pilule que vous prenez régulièrement, l'anneau, le thème, tu sais, si c'est pris de façon rigoureuse, assidue, c'est super bon et efficace. Donc, je pense que ça aussi, c'est important de le retenir aujourd'hui. Comme tu as nommé, on parle des moyens les plus optimaux dans le sens qu'il y a moins de risques d'oubli ou d'erreur, mais de rassurer les gens là, que ce sont des moyens qui sont efficaces. Puis on aurait pu en parler encore très, très longtemps. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer. On pourra peut-être y répondre. Julie, merci. Ça fait plaisir. Merci pour ton travail. Merci d'avoir pris le temps. Merci de prendre soin de notre population. Puis en espérant peut-être te revoir au Balado Info IPS. Merci. Oui, puis allez nous voir sur YouTube pour voir les contraceptifs qu'on vous a montrés. Allez sur les vidéos. All right. Bien, au plaisir.